le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal. Journal François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, en Ukraine, un ministre tué dans le crash d'un hélicoptère. Au moins 18 personnes, dont 3 enfants, ont été tués ce mercredi 10 janvier au matin dans le crash de l'hélicoptère près d'une école maternelle à Brovary, dans la région de Kiev, ont annoncé les autorités. Voici un reportage à signer TF1. Voici les débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé sur un immeuble d'habitation. Il avait décollé tôt ce matin de Kiev, à 20 km de là, avec 9 passagers à son bord. Tous sont morts, dont le ministre de l'Intérieur ukrainien. Voici les premières images filmées après le crash. On y voit une longue traînée de feu, sans doute due au kérosène de l'engin. Le gouvernement ukrainien explore toutes les pistes, mais la thèse de l'accident est privilégiée, alors que les conditions météo étaient difficiles. L'hélicoptère décollant de Kiev, probablement par mauvais temps, a pu aussi heurter un obstacle, si vous voulez, ce qui explique en fait ce bilan humain qui est extrêmement lourd. 18 morts au total, dont 3 enfants en bas âge, puisqu'une école maternelle se trouve sur le lieu du crash. Le ministre de l'Intérieur se rendait sur le front. La défense anti-aérienne de la capitale n'a pas été déclenchée, ce qui renforce la thèse de l'accident. Cette tragédie nationale frappe l'Ukraine 4 jours après le tir meurtrier de Dnipro, qui avait tué 45 civils, dont 6 enfants. Bien que tout indique le tir d'un missile balistique contre cet immeuble, la Russie dément formellement être à l'origine de la frappe. Moscou accuse régulièrement les pays occidentaux de vouloir détruire la Russie en armant l'Ukraine. Voici un reportage à signer Euronews. Au cours de sa conférence de presse annuelle, le ministre russe des Affaires étrangères a visé ce mercredi l'Occident, responsable selon lui de la guerre en Ukraine. Moscou accuse régulièrement les pays occidentaux de vouloir détruire la Russie. Mené par Washington, il chercherait une solution finale à la question russe, a-t-il dit, une référence grossière à l'extermination des Juifs d'Europe. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est le résultat de nombreuses années de préparation par les États-Unis et leurs alliés pour lancer une guerre hybride mondiale contre la Fédération de Russie. En fait, personne ne le cache. Tout récemment, le président croate Milanović a déclaré qu'il s'agissait de la guerre de l'OTAN contre la Russie. C'est une déclaration franche et honnête. Évoquant l'issue de la guerre, Sergueï Lavrov a exclu des négociations en l'état, en critiquant une fois de plus les pays occidentaux. L'Occident décide au nom de l'Ukraine. C'est l'Occident qui a interdit à Zelensky de conclure un accord avec la Russie à la fin du mois de mars de l'année dernière, alors qu'un accord était prêt. L'Occident décide donc pour l'Ukraine, sans l'Ukraine. Ce mercredi était également marqué par la commémoration de la levée du siège de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine y a martelé que Moscou affrontait un régime néo-nazi et que la victoire ne pouvait échapper à la Russie. En Ouganda, un couple d'Américains jugés pour torture. Les 2 Américains doivent comparaître devant la justice ougandaise. Voici un reportage à signer Africa News. Pour avoir torturé et détenu entre 2020 et 2022 un garçon ougandais de 10 ans sans vêtements dans une petite pièce froide équipée de caméras, ce couple d'Américains pourrait passer de longues années derrière les barreaux. Âgés de 32 ans tous les deux, ils se sont installés dans le pays en 2018 et s'occupaient de 3 enfants que leur avait confié une église locale. Mais après des années de sévices, des voisins ont alerté la police. Ils sont accusés de trafic et de torture aggravée.
L'accusation de trafic aggravé ne peut être jugée que par la Haute Cour. L'affaire d'aujourd'hui avait donc pour but de permettre à la Cour de suivre les progrès de l'enquête et de déterminer quand l'État sera prêt à les déférer devant le tribunal. Déjà accusé de trafic pour s'être servi de ses enfants pour obtenir des dons de la part de donateurs divers, le couple a plaidé non coupable. C'est une situation regrettable, mais ils vont bien. Le problème finira par être résolu. Nous espérons qu'il le sera. La prochaine audience devant le tribunal est fixée au 2 février. En attendant, le couple est incarcéré dans une prison près de la capitale Kampala. S'ils sont reconnus coupables, Nicolas Spencer et son épouse risquent la prison à perpétuité. Direction le Pérou, la contestation ne faiblit pas au Pérou, malgré l'état d'urgence décrété par le pouvoir. Les manifestants continuent de marcher vers Lima, réclamant toujours la démission de la présidente Dina Boluarte, qui a remplacé Pedro Castillo, destitué et arrêté début décembre. Voici un reportage à signer Euronews. Des provinces de l'Est, en passant par le centre du pays, jusqu'aux régions du Sud bordant le Pacifique, les caravanes de manifestants ne cessent de grossir leurs rangs, à mesure qu'elles convergent vers la capitale, Lima. Le gros de ces regroupements vient des régions marginalisées du sud des Andes, l'un des épicentres des manifestations de décembre. Nous allons marcher jusqu'à Lima pour qu'ils prennent conscience et qu'une fois pour toutes, nous puissions nous défaire de cette prise de pouvoir économique de l'État par ce petit groupe qui ne nous représente pas. Nous ne reconnaîtrons pas la présidente Dina ni le Congrès. Nous n'abandonnerons pas, nous allons y arriver coûte que coûte, même si c'est à pied. Nous avons notre maïs, notre fromage, donc nous pourrons dîner, mais nous irons au Congrès pour le faire fermer et évincer Madame Dina, l'usurpatrice, parce qu'ils nous ont tués. C'est pour donner plus de poids à leur mouvement et être entendus dans la capitale que les protestataires se sont donné rendez-vous à Lima. Débuté après la destitution et l'arrestation en décembre du président de gauche, Pedro Castillo, les manifestations ont fait au moins 42 morts. Alors que la présidente Dina Boluarte fait face avec plusieurs hauts responsables à une enquête sur la répression des manifestations, elle appelle les manifestants au calme. Nous savons que les manifestants veulent prendre Lima. Je leur demande de prendre Lima, oui, mais pacifiquement et dans le calme. Et je les attendrai à la maison du gouvernement pour pouvoir parler de leur agenda social. Parce que vous savez bien que le programme politique qu'ils proposent est irréalisable. À Lima, mais aussi dans plusieurs autres villes, l'état d'urgence a été décrété pour 30 jours. Cette mesure autorise l'armée à intervenir pour maintenir l'ordre et entraîne la suspension de plusieurs droits constitutionnels, comme la liberté de circulation et de réunion. Les Palestiniens subissent de plein fouet le nouveau paquet de sanctions que leur a imposé Israël. Un nouveau conseil de sécurité de l'ONU sur la question palestinienne est prévu ce 18 janvier. Il aura pour but de faire lever les sanctions, mais certains s'interrogent sur son efficacité. Le précédent n'ayant rien changé. Voici un reportage à signer RT. Nouvel épisode des tensions entre Israël et Palestine. Cette fois-ci, la situation provoque des remous au sein de la communauté internationale. C'est par une déclaration transmise ce mardi à la presse qu'une quarantaine d'États membres ont voulu exprimer leur inquiétude. Concernant la décision du gouvernement israélien d'imposer des mesures punitives au peuple, au leadership et à la société civile palestinienne après la requête de l'Assemblée générale auprès de la Cour. Quelle que soit la position de chaque pays sur la résolution, nous rejetons des mesures punitives en réponse à une demande d'avis de la Cour internationale de justice et, plus généralement, en réponse à une résolution de l'Assemblée générale et nous appelons à leur retrait immédiat. Ces mots qui émanent d'États membres des Nations Unies, dont la France, font suite à une multitude de sanctions prises par Israël au début du mois de janvier contre la Palestine. Le 30 décembre dernier, à 87 voix pour et 26 contre, l'ONU a adopté une résolution demandant à la Cour internationale de justice de La Haye de se pencher sur la question juridique de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le texte qui en avait découlé, non contraignant, est signé y compris par des pays qui s'étaient abstenus ou qui avaient même voté contre la résolution, réclamait aussi qu'Israël mette fin à la colonisation dans les territoires occupés. Quelques jours plus tard, accusant l'autorité palestinienne d'avoir poussé en faveur de cette résolution, l'État hébreu a adopté ses sanctions, notamment financières. Parmi celles-ci, le prélèvement de plusieurs millions d'euros sur les taxes dues aux Palestiniens,
un moratoire sur les constructions palestiniennes ou encore le retrait de certains permis VIP aux responsables palestiniens. Rien de moins qu'une nouvelle guerre déclarée par Israël selon l'autorité palestinienne. Nous considérons ces mesures comme une nouvelle guerre contre le peuple palestinien, ses capacités et ses ressources, et une guerre contre l'autorité nationale, sa survie et ses réalisations. Elles visent l'ensemble du projet national palestinien. Ces mesures sont illégitimes et illégales. Il s'agit d'une décision unilatérale qui n'est soumise à aucune procédure d'audit de la part d'une partie palestinienne ou internationale, et elle est en violation des accords signés avec nous. En amont du vote, l'ambassadeur israélien Gilad Erdan avait de son côté qualifié la résolution de tâche morale sur l'ONU. Aucune organisation internationale ne peut décider si le peuple juif est un occupant sur sa propre terre natale. Quelconque décision d'une organisation judiciaire qui reçoit son mandat des Nations Unies, politisée et en faillite morale, est complètement illégitime. Une porte-parole du secrétaire général de l'ONU a répété la profonde inquiétude d'Antonio Guterres concernant les récents... C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La production a signé Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour aujourd'hui. Boston, 51 degrés Fahrenheit en plein hiver. Ça fait l'affaire des Bostoniens. Ça donne 11 degrés Celsius. Jacmel, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.